Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. Parlons un petit peu de ce Nantes-Brest que j'ai pu voir du stade de mon côté. Donc c'était un match pas forcément déplaisant, il y avait de l'intensité, mais au final Nantes s'incline à nouveau face à Brest. Il faut savoir que les Finistériens, c'est la seule équipe contre qui on a perdu sur la période de 2 mois. Donc on n'a pas perdu contre Paris, on n'a pas perdu contre Monaco. Par contre, on a perdu contre Brest et on a perdu 3 fois contre cette même équipe. Une fois au match aller en Ligue 1, la deuxième fois en Coupe de France là-bas, encore une fois de la même manière que le premier match en Ligue 1, à savoir Nantes revient au score en étant mené. Hier, bis repetitas, aussi à la Beaujoire, Nantes est mené suite à un coup de pied arrêté et Nantes ne reviendra jamais. Nantes tentera, on peut évidemment leur mettre ça au crédit, c'est d'avoir essayé, mais bon, ça manquait cruellement de verticalité, ça manquait cruellement également de tentatives, de tirs, bref. Brest a joué son va-tout à fond, Brest a bien défendu, Brest s'est surtout concentré à faire ça, mais bon, qui peut leur jeter la pierre? Il faudra quand même rappeler que le Stade brestois est encore dans 3 compétitions, là où Nantes a à chaque fois une semaine pour préparer les matchs. Eux, Brest, ils préparent des déplacements, donc là ils étaient à 3 en milieu de semaine, ils se sont qualifiés en Coupe de France. Ils s'apprêtent mardi prochain à affronter le PSG en Ligue des Champions. Il y a encore 10 jours, ils affrontaient le Real Madrid. Nous, on a juste Saint-Etienne, Lyon, Reims, Brest, tout ça espacé d'une semaine, mais on est incapable de trouver les solutions tactiques pour enfin, j'ai envie de dire, voilà, parce que ça fait quand même 3 fois qu'on se fait avoir par cette même équipe de Brest, exactement de la même façon, on ne trouve toujours aucune solution. Bref, j'ai l'impression que c'est pas travaillé, qu'on travaille pas sur nos adversaires alors qu'on a du temps. En fait, je pense qu'Antoine Comboiré voulait juste surfer sur la vague de Reims en se disant on va essayer de mettre les mêmes ingrédients, sauf que un seul élément un petit peu en ta défaveur et tu sens que c'est panique, voilà, c'est panique au poulailler, bref, ça part dans tous les sens. Et Douceau disait on n'a pas paniqué après le premier but, on n'a pas la même analyse du match. Quand je vois, alors effectivement, on sentait que ça partait pas non plus dans tous les sens, mais à chaque fois que Nantes est malmenée, on en revient à un jeu qui est très stéréotypé, toujours la même chose, on met 800 ans à écarter sur les côtés et on joue uniquement sur les côtés, c'est-à-dire qu'on joue jamais dans la verticalité, parce qu'on n'a personne dans l'interligne qui est capable de le faire, etc. Bon, c'est un problème qui est évidemment connu, mais bon, il n'y a aucune solution qui est apportée pour contrer ça. Et là où en fait les joueurs ont l'impression de ne pas paniquer, ils s'en rendent pas compte, alors c'est peut-être leur subconscient, mais ils font toujours la même chose quand ils sont malmenés. Et quasiment systématiquement ça ne passe jamais. Nantes revient très rarement au score quand même. Alors c'est arrivé face à Lyon, Eureka en fin de match sur un centre de Simon et une tête de Mostafa Mohamed dans les ultimes minutes face à des Lyonnais qui étaient complètement endormis sur la seconde mi-temps et Nantes aurait dû égaliser même bien plus tôt. Là face à des Brestois qui eux étaient plus sereins, se sont moins dépensés sur le match, ont plus été dans la gestion, là tu peux être sûr que ça passera jamais et ça fait 3 fois que ça ne passe jamais. Bon, pour vous raconter un petit peu la rencontre, donc Nantes a rapidement essayé de jouer vers l'avant, envoyer des longs ballons vers Abdine comme ça avait été le cas face à Reims. On retrouve un Chirivella plutôt en forme, ce qui nous permet quand même d'être capable d'éclairer notre jeu et de trouver plus rapidement les côtés. Mais bon, c'est toujours pas ça, et puis quand tu n'as pas forcément la confiance, et bien sur des erreurs bêtes, là en l'occurrence c'est une faute de Marcus Coco sur Abdallah Sima, pour moi il n'y a pas faute, même en regardant les ralentis, je vois pas où tu peux siffler faute, le contact est extrêmement léger, mais bon, il n'y a pas que les joueurs qui sont en manque de confiance, il y a aussi Jérémy Pignard qui est beaucoup décrié en Ligue 1 et qui siffle à peu près tous les contacts. Bref, je l'ai trouvé juste à la ramasse, encore une fois sur le match d'hier. Comme ça avait été le cas, il me semble que c'était lui l'arbitre de Le Havre-Angers la semaine dernière, qui était une parodie d'arbitrage. Donc bon, il enchaîne dans la médiocrité, mais bon, c'est comme ça. J'ai pas envie de parler d'arbitrage parce que j'estime que Nantes ne doit pas se trouver d'excuses systématiquement et qu'on doit assumer de perdre 3 fois contre la même équipe. Et du coup, sur un coup de pied arrêté, une nouvelle fois, Nantes va encaisser un but. Une nouvelle faute d'ailleurs d'Abdallah Sima sur Marcus Coco qui fait que la déviation de Marcus Coco part au deuxième poteau. Lismelou a suivi, il la remet à Jorque de la tête. But pour Brest au bout de 9 minutes de jeu. Donc au moment où tout le stade chantait pour Emiliano Sala, la fameuse 9e minute de jeu. Et bien Brest ouvre le score. Alors au début il y a la VAR pour vérifier quand même le contact sur Marcus Coco. Visiblement pas d'erreur manifeste, c'est en tout cas ce qui a été signalé. Le but a été validé donc. Bon. Voilà, Nantes prend une nouvelle fois un but sur coup de pied arrêté. Alors même si là pour moi ça aurait dû être annulé parce que Marcus Coco est déséquilibré dans son duel et quitte à siffler tous les contacts comme c'est le cas sur les 10 premières minutes de jeu, comme ça avait été le cas de la part de l'arbitre, je m'attendais quand même à ce qu'il siffle ce contact sur Marcus Coco. Bon, au final ça part au deuxième poteau, Lismelou la remet. Ajorque qui est en très grande forme en ce moment, je crois qu'il a marqué 5 buts sur ses 5 derniers matchs, eh bien ne se pardonne pas pour
à bout portant battre Anthony Lopez. Donc si on résume un petit peu, le premier match face à Brest, il me semble qu'on a pris un but sur coup de pied arrêté. Ah oui, je me rappelle, Brendan Chardonnay, but sur coup de pied arrêté, donc qui avait permis à Brest justement de mener de 2 buts à la mi-temps. Le deuxième match face à Brest en coupe, il y a 3 semaines ou 2 semaines et demie, bah oui, il y avait aussi eu un but sur coup de pied arrêté, même sur corner, je m'en souviens très bien. Puis Brendan Chardonnay était une nouvelle fois à la réception. Là, la seule différence, c'est que c'est pas Brendan Chardonnay, mais c'est un nouveau but encaissé sur coup de pied arrêté de la part du FC Nantes. Et puis si on regarde même un petit peu moins loin, la semaine dernière, face au Stade de Reims, le Stade de Reims qui est une des 3 équipes en Ligue 1 qui marque le moins sur phase de coup de pied arrêté, eh bien ils ont quand même réussi à égaliser face à Nantes sur coup de pied arrêté. Alors certes, c'est une erreur de Castelletto, là on peut dire que c'est une erreur de Marcus Coco. On peut toujours trouver un joueur qui est en erreur sur les phases de coup de pied arrêté, mais la stat elle est là, c'est que je pense que Nantes doit être une équipe en Europe qui concède le plus de buts sur phase arrêtée, parce que c'est aberrant quoi, mais les corners, les coups francs pour l'équipe adverse, et on en concède beaucoup, hein, des coups francs et des corners dangereux, ça c'est la spécialité de Nantes, comme si une défense réussie, c'est un corner concédé à l'équipe adverse. Ben non, pour moi. Bref, on se met en danger tout seul, même face à Monaco, je me souviens que Monaco avait égalisé sur un corner. Enfin, on peut remonter à... J'ai même pas besoin de remonter à si loin, quasiment à tous les matchs, Nantes concède un but sur ce type de phase-là, et surtout, à contrario, n'en marque aucun offensivement sur ce type d'action, que ce soit des corners ou des coups francs. Bref, c'était un premier coup de gueule, donc Nantes est mené 1-0, et puis là tu sais que bon, c'est un peu panique au poulailler, on l'a senti. Des Nantais qui, dans un jeu stéréotypé, essayaient d'aller chercher les côtés. Ça manquait cruellement de verticalité. Ce que j'avais trouvé bien face à face à Reims, c'est que Reims jouait déjà plus haut que Brest, parce que Reims n'a jamais été devant score. Du coup, ils étaient quand même contraints d'aller sauver la tête de leur coach, Luc Alesner, qui était un peu en danger. Du coup, Reims essayait de jouer un peu plus haut. Et Nantes a été allé chercher la zone derrière les défenseurs pour faire mal, avec des courses, avec de la profondeur. Là, avec un Brest qui a pu se permettre de jouer beaucoup plus bas, je crois qu'il y a quand même sur le match 60% de possession pour Nantes, hein, c'est très rare, hein. Brest a vraiment laissé la balle aux Nantais. Alors j'irai pas jusqu'à dire que Nantes a dominé parce qu'il n'y avait aucune maîtrise, mais parce que c'était une domination stérile avec au niveau de la possession. Mais bon, bref, je me perds dans mes pensées tellement ça m'énerve en fait de se faire avoir 3 fois de la même manière face à cette équipe de Brest. Alors on peut pas dire que Nantes n'a pas tenté de revenir au score, mais oui c'est ça, c'est un jeu stéréotypé, on met 3-4, on a besoin de 3-4 passes pour pouvoir trouver nos ailiers sur les côtés, et en fait on ne jure que par eux ou que par des centres, soit de Coco, soit de Simon, on ne jure que par ça parce qu'on est incapable de parvenir à faire mal en dehors que sur des situations de centre, face à une équipe qui est regroupée, et un peu comme face au Havre à l'époque, on avait perdu 2-0, Nantes n'y arrive pas. Nantes n'aime pas avoir la balle, je le dis. Alors, il y a des joueurs qui aiment bien avoir la balle. Regardez Chirivella, il n'a jamais été aussi bon que depuis qu'il a un peu plus d'espace pour pouvoir donner des bons ballons. Là, on sent qu'il retrouve de la confiance, c'est certainement le meilleur Nantais hier soir. Mais à chaque fois qu'on a la possession et qu'une équipe nous attend en étant regroupée, on n'y arrive pas. On en prend 2 face à Le Havre, qui est certainement la pire équipe de Ligue 1 aujourd'hui, et on perd 2-0 à la Beaujoire, exactement de cette même façon, en essayant, mais on n'essaye pas vraiment, on n'y croit pas, parce qu'on trouve personne dans l'interligne, on manque de monde là, on manque d'un numéro 10. Alors le Penant c'est bien, il fait du pressing, mais c'est pas un numéro 10 le Penant, et c'est le seul dans cette zone là, dans toute cette zone qui est si importante. Regardez une équipe comme Marseille, dans cette zone là ils ont 3 joueurs, nous le seul joueur qu'on a c'est le Penant qui fait des pressings et qui essaye un peu de couvrir tout ça, mais bon, on n'y arrive pas. Je crois qu'ils n'ont pas compris que le but était au milieu du terrain, et que donc c'est bien aussi des fois de jouer un petit peu dans la verticalité ou un petit peu plus dans l'axe quoi. Non, nous on a un jeu stéréotypé, si on écarte sur Simon, et puis tiens le Nigérian il va se débrouiller, il va faire un centre, puis vu que maintenant on a Mostafa Mohamed, et il va marquer. Sauf que Mostafa Mohamed, il faut pas oublier que bon, dans l'ensemble il garde quand même les pieds carrés, et il est quand même sur une mauvaise saison. C'est pas ces 2 buts sur les 2 dernières semaines qui vont changer grand chose, on l'a vu sur le match d'hier. Bref, Nantes va quand même tenter. Mostafa Mohamed aura 2 occasions, Castelletto aura une occasion sur un corner, sa tête passera à côté. Mostafa Mohamed sur un centre de Marcus Coco envoie un ballon dans la tribune noire. Bon, là où tu ne cadres pas, tu te fais punir, et sur un coup franc intéressant, je vois Mostafa Mohamed qui s'approche, je me rappelle de son coup franc magnifique face à Lorient, son coup franc aussi à l'époque de Jocelyn Gourvenec face à Toulouse. Je me dis ça y est, c'est le moment de l'Égyptien, là il est sur 2 buts en 2 matchs. Il va la mettre, il nous tire, mais alors, qu'est-ce que c'est mal tiré.
dans le mur, derrière contre-attaque, il se fait dribbler par Romain Fèvre, la passe magnifique de Romain Fèvre pour Ajorc, en face à face contre Anthony Lopez. Anthony Lopez qui sort bien, qui parvient à empêcher le doublé de l'attaquant français, sinon ça aurait fait 2-0 à la mi-temps, alors que Brest aura eu 2 occasions, quasiment 2 buts. Bon bah voilà, différence de réalisme, leçon de maîtrise, leçon de beaucoup de choses. Quand tu es incapable de marquer face à une équipe regroupée, bah limite autant être plus attentiste, quitte, nous de toute façon on est habitué à ça aussi avec le combo Red Ball. Donc bon, c'est aussi ça que je critique, c'est que les semaines se suivent et se ressemblent, il n'y a pas vraiment de révolte. Et c'est pas la victoire face à Reims qui a créé grand chose dans cet effectif, qui a changé grand chose. J'ai l'impression d'avoir vu ce match 30 fois sur les 2 dernières années. Donc bon, c'est comme ça. Deuxième mi-temps, Nantes aura beaucoup tenté. On sent que Brest a un petit peu plus pioché physiquement, mais était beaucoup dans la gestion, dans la maîtrise. Ce qui fait que Nantes n'a pas réellement eu de grosses occasions. Il y a eu les entrées de Meshak Elia qui a touché le poteau sur un corner, une remise de Ablin. Les corners qui étaient beaucoup mieux tirés en deuxième mi-temps parce que c'était Chirivella qui s'y collait. Parce que Simon, ces ballons qui se décollent à peine du sol ou qui s'envolent au troisième poteau. Bon, c'est quand même un peu pénible, il sait pas tirer les corners et on le continue à lui assigner cette tâche. Chirivella c'était beaucoup mieux sur ce type de phase là. Mais bon, en dehors du poteau de Meshak Elia, les grosses occasions elles sont brestoises. Il y a Mady Camara qui ne trouve pas le cadre sur une contre-attaque. Et puis surtout dans les ultimes minutes de jeu. Alors il y a effectivement ce fait de jeu avec Marco Bizotte qui fauche Mathis Ablin sur une occasion pour l'égalisation parce que derrière du coup le gardien est battu. Bon, il n'y a pas carton rouge, alors bon, j'aimerais bien avoir une analyse arbitrale là-dessus parce que personnellement je ne comprends pas. J'ai vu cette action plusieurs fois, quasiment à chaque fois c'était carton rouge, là visiblement non. Bon, j'ai pas envie de parler de l'arbitrage parce que je suis encore plus déçu par la prestation de nos Nantais. Et puis du coup, en fin de match, quand tu n'y arrives pas, un autre joueur en manque de confiance, pas de chance, c'est une recrue, j'en avais parlé, Meshak Elia qui n'était pas un joueur en confiance et à quel point personnellement ça me dérangeait qu'on aille chercher des joueurs à relancer parce que déjà dans notre effectif il y a beaucoup de joueurs qui ont besoin d'être relancés et parce qu'on n'a pas une équipe en confiance. Si tu as une équipe en confiance tu peux relancer des joueurs, mais quand tu as une équipe qui n'est pas du tout en confiance et que tu ramènes d'autres joueurs qui sont pas en confiance, ça marche pas trop. Mais Meshak Elia on l'a vu, sa remise de la tête elle est catastrophique et elle nous coûte le deuxième but de Brestois. Alors moi à la limite on s'en fout parce qu'on perdait déjà le match et puis c'était les ultimes secondes, mais bon, une erreur de plus qui vient encore plus rajouter au côté dramatique un peu de la scène en fin de match avec la frustration de se dire que Bizotte il mérite carton rouge quoi, puis derrière Ablin avait une super occasion et puis derrière la contre-attaque. Enfin, c'est frustrant en fait d'avoir le ballon, de jamais réussir à savoir quoi en faire et qu'à chaque fois que Brest a des occasions, c'est des grosses occasions franches, c'est très frustrant. Et c'est pour ça que Nantes est meilleur en contre-attaque aussi. C'est parce que tu as plus d'espace dans le dos, tu as des joueurs de profondeur, on l'a vu face à Reims. C'est évidemment qu'on était plus tranchant sur nos attaques. Par contre, on est capable de faire aucune des deux situations. Alors on peut être capable de résister, de défendre, mais souvent on descend beaucoup trop, comme face à Saint-Etienne, quitte à ne plus avoir un seul ballon. On n'arrive pas à faire ce que Brest fait, à savoir un bloc bas, hybride, des phases de pressing sur 5 minutes, on revient, et puis surtout, la consigne numéro 1 de Eric Roy, c'est surtout de dire qu'à chaque fois qu'on a le ballon dans les 30 derniers mètres adverses, il faut que ça se termine sur quelque chose, une frappe, ou au moins une dernière passe intelligente, réfléchie. Et c'est là-dessus qu'ils nous mettent une leçon, tout simplement. C'est une leçon de réalisme, une leçon de maîtrise. Eric Roy a mis une leçon à Antoine Kombouaré de coaching, tout simplement. Enfin bon, bref. Nantes s'incline 2-0, mes tops et mes flops. Alors, vu du stade, Chirivella pour moi était le meilleur Nantais. Anthony Lopez qui, en plus de sa prestation dans les buts avec 2 arrêts quand même assez décisifs et puis surtout très rassurants, c'est son expression non verbale, toujours en train d'essayer de remotiver ses troupes, notamment en fin de match quand les défenseurs nantais enchaînaient les passes, n'arrivaient pas à trouver de situation parce que Castelletto et Dousso, c'est pas des relanceurs incroyables qui sont capables de faire des passes magnifiques, de casser des lignes. Bon, Anthony Lopez il était foudrage, il disait putain mais les mecs il reste 5 minutes, il y a 5 minutes de jeu,
jeu, on perd de 1 but, vous attendez quoi? Vous attendez la fin de match pour faire un débrief dans le vestiaire, c'est quoi le but? Donc bon, il essayait de remotiver ses troupes, et puis bon, ça fait du bien de voir un mec avec un peu plus de leadership, et puis Pedro Chirivella qui là pour le coup, que ce soit défensivement ou même dans son jeu de passe, il était au-dessus des autres Nantais hier tout simplement. Il a aéré le jeu nantais, c'est systématiquement par lui qu'on arrivait à se créer des situations sur les côtés, parce que quand ça passe pas par lui, bah c'est pas direct, c'est-à-dire que tous les joueurs de Nantes, ils ont besoin de faire au moins 3-4 passes pour pouvoir trouver un ailier, là où Chirivella, lui souvent en une touche, il est capable d'aller trouver soit Simon, soit Coco, enfin d'aller trouver une zone intéressante. Alors certes souvent sur les côtés, parce que Nantes n'a aucune présence dans l'axe, mais bon, c'est comme ça. Et puis bon, les entrées des jeunes, Guirassy et Tabibou, on n'a pas vu Louis Leroux, on a eu le droit à Florent Mollet par contre qui est rentré. Donc bon, ça c'est évidemment, je sais pas pourquoi il insiste, Antoine Kombouara avec Florent Mollet, qu'est-ce qu'il est naze franchement, mais regardez-le rentrer en jeu, il se fait siffler par tout le stade et que ça fait 2 ans qu'il met pas un pied devant l'autre. Et il nous fait quand même rentrer Florent Mollet, je vois pas l'intérêt, le mec est en fin de contrat dans 4 mois, dans tous les cas personne ne l'apprécie à Nantes parce que il a une expression non verbale qui est pas bonne, le mec est malheureux comme tout, il dégage tout sauf une joie de vivre, il tire tout le temps la tronche, là où t'as un jeune comme Louis Leroux qui a du potentiel, qui est capable de plus enflammer cette fin de match, mais bon il fait quand même rentrer Florent Mollet. Ça c'est un autre sujet. Le troisième top, alors pas facile à trouver parce que pour moi Chirivella et Lopez sont quand même au-dessus de tous les autres Nantais. Je vais peut-être mettre Seydoussou pour ses interventions défensives parce qu'il y a eu des grosses situations pour Brest en contre-attaque qui ont été bien gérées par Seydoussou, contrairement à Castelletto qui lui est d'une apathie totale à l'image du premier but de Brest où des fois il a des moments où il déconnecte et il passe en mode spectateur de l'action. Bon, c'est pour ça que Castelletto, hein, vous le savez, c'est pas la première fois que je le critique dans les défenses à 2 parce que je trouve vraiment pas que c'est un bon défenseur central, ou alors ça dépend en fait, parce que quand par exemple sur le match face à Saint-Etienne où il a été bon, c'est parce que Nantes jouait vraiment très bas, puis il n'y avait pas le roi à côté, donc ça aide un peu forcément. Et là, sur un match où c'est lui à 30 ans, qui est au club depuis plus de 5 ans, où c'est à lui de prendre le leadership de la défense, et tu sens qu'il met pas un pied devant l'autre, et puis son compte son camp face à Reims, ça n'a pas rajouté à sa confiance. Il nous coûte très cher hein, Castelletto cette saison, ses erreurs multiples à répétition sur la saison, ça nous coûte vraiment beaucoup de points. Donc bon, c'est comme ça. Donc Castelletto, moi je le mets directement parmi les flops au même titre que Mostafa Mohamed, et puis Moses Simon qui n'y arrive pas quand même depuis 2 matchs. Là il est en difficulté, alors il avait face à lui souvent des prises à 2 côté brestois, mais Antoine Kombouara avait l'air de dire qu'il avait des gènes, des petites douleurs. Je le ressens, enfin je le sens assez effectivement un peu plus emprunté, donc je vais également le mettre parmi les flops. Et puis j'arrive toujours pas à trouver le troisième top. Ouais, c'est compliqué. Le Penant pour son pressing de tous les instants, mais par contre dans son utilisation du ballon ça n'a pas forcément été incroyable. Donc bon, ouais, je vais mettre le Penant pour son pressing et surtout le fait qu'il... La grinta quoi, Ablin j'aurais pu le mettre aussi parce qu'il a une vraie grinta à Mathis Ablin, mais bon, sur ce match là il n'aura pas réussi à faire de différence en l'occurrence. Enfin bon, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.